suffisamment de dommages, en tout cas dans la région de la grande Yougoslavie, si vous voulez. Alors, déjà, on parle de pertes du côté des Yougoslaves. Selon le secrétaire d'État à la Défense, secrétaire américain à la Défense, M. Cohen, 2 avions MiG ont été abattus, mais selon d'autres sources en Grande-Bretagne, on parle de 3 ou 4 MiG. Et le secrétaire à la Défense américain a bien dit qu'on va intensifier l'opération au cours des prochaines heures. Et puis, ce qu'on voit ici, ce sont des images de citoyens de Belgrade, la capitale de la Yougoslavie, qui se sont réfugiés, bien sûr, pendant ces opérations dans les abris. Alors, encore une fois, population civile qui fait les frais de tout ça. Et puis, il faut se pencher également de façon très, très sérieuse. C'est triste pour ces gens-là, les réfugiés kosovars qui fuient vers les pays voisins, la Bulgarie, Roumanie, même l'Italie, la Macédoine, République indépendante de Yougoslavie, de la Fédération yougoslave, qui accepte sur son territoire également des réfugiés kosovars, la Suisse est prête à en accueillir également, et la Turquie aussi. On dit que dans la province du Kosovo, il y a 60 000 à 70 000 citoyens d'origine turque qui sont là. Alors, évidemment, c'est à suivre tout ça aujourd'hui, et c'est pas fini, M. Milosevic, qui ne se laisse pas infléchir par ces attaques de l'OTAN. Plus près de nous, une agression au couteau, cette fois. Oui, ça s'est passé dans le quartier Saint-Michel, l'ami Gagnon. Oui, exactement. Un homme dans la trentaine a reçu un coup de couteau dans le dos lors d'une bagarre dans un immeuble à logement. Ces agresseurs l'auraient également aspergé de poivre de Cayenne. Ils en ont vaporisé beaucoup dans l'immeuble, à un point tel que les pompiers ont dû utiliser des ventilateurs pour aérer le corridor de l'immeuble. Il y a même un enfant de 4 mois qui a été incommodé par les émanations. Il a dû être transporté à l'hôpital. Et puis, témoignage émouvant, pas facile pour cette survivante du massacre au restaurant Harvey's en 1997 dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Oui, une nuit d'horreur pour Annie Pellerin, la survivante. Elle a raconté que son agresseur l'a entraînée au sous-sol. Il l'a obligée à ouvrir un coffre-fort. Elle n'avait pas accès à ce coffre-fort en question. C'est à ce moment qu'il est devenu enragé. Il l'a ligotée, il lui a tranché la gorge et elle a fait semblant d'être morte. En l'absence de son agresseur, elle a réussi à se libérer de ses liens, mais malheureusement pour elle, il est revenu à la charge. Il l'a attaquée à plusieurs reprises. Elle a subi des fractures au crâne. Elle a perdu beaucoup de sang. Et il y a aussi un complice de Tran qui a témoigné également hier et qui a raconté que les jours qui ont suivi le massacre, Tran a voulu retourner à l'hôpital, tuer Annie Pellerin, qui était sur son lit et qui avait évidemment survécu au massacre. Ça continue aujourd'hui? Exactement, le procès se poursuit. Merci, au revoir. Un mot terminant sur le rapport du coroner sur l'accident de Lavaltrie. Oui, ça s'est passé en juin 1998, donc en juin dernier. Carambolage sur l'autoroute 40 à la hauteur de Lavaltrie. 5 morts, 10 véhicules impliqués, dont un camion qui était à l'origine, effectivement, de ce carambolage-là. Le rapport du coroner hier fait état de l'état du camion. Il était en parfait état, ce camion-là, mais le chauffeur, lui, s'est endormi au volant. Il aurait trop mangé, apparemment, avant. Donc, il somnolait au moment de cette tragédie. Il a été tué, d'ailleurs, sur le coup. Le coroner qui, entre autres recommandations, dit qu'on devrait obliger que les feux clignotants soient mis en action lorsqu'il y a un bouchon de circulation devant soi et également que les... Alors, M. Hassaniari, bonjour. Bonjour. Écoutez, premièrement, est-ce qu'on ne pourrait pas cerner le territoire? Parce qu'on parle des Serbes, on parle des Yougoslaves, on parle de la Macédoine, on parle du Kosovo, on parle du Monténégro. On parle de Slovénie. Voilà. Alors, simplement cerner le territoire qui est en cours actuellement. Bon, la carte qu'on a ici démontre effectivement un territoire multinational, multiethnique, multireligieux, ce qui signifie, on a les chrétiens slaves, il y a des musulmans, les Kosovars, ce sont des musulmans en grande partie, et donc ce qui complique davantage la situation, c'est effectivement ce mélange énorme qui date de plusieurs siècles. Avant, cette carte qui est quand même beaucoup plus, disons, facile que la carte de la Yougoslavie historique qui existait, c'est-à-dire avant la disparition de la Bosnie. Alors, actuellement, la Fédération yougoslave est composée de la Serbie, donc où se trouve Belgrade. Belgrade et la Monténégro, plus la province, c'est ça. Et le Kosovo, c'est une province... Macédoine, non. Macédoine est devenue une république indépendante. Mais membre de la Fédération yougoslave? Non, c'est tout à fait complètement indépendant. Bon, oui. Alors ça, c'est un bon point. C'est ça. Et le Kosovo, c'est une province... ça fait partie, effectivement, de la Fédération. Alors, à partir de ce moment-là, quand on regarde les frappes de l'OTAN, qui ont quand même été assez sévères hier, mais apparemment qu'on n'a encore rien vu, si on se fie au secrétaire à la Défense américain, est-ce que c'est suffisant pour infléchir Milosevic? Il semble que non, jusqu'à maintenant. Disons que
comme vous l'avez mentionné, jusqu'à maintenant, on ne sait pas quelle est l'étendue, si vous voulez, de dégâts des bombardements de la nuit dernière. Sans doute, ils étaient très, très intenses, mais avec exactitude, il faut attendre les rapports des satellites. Pour ce qui est, M. Milosevic, je ne pense pas qu'il va, disons, capituler à ce stade-ci. Bon, il y a sans doute besoin de plus de frappes et quand il réalise que la communauté internationale, et dans ce cas-ci en particulièrement l'OTAN, est résolue, alors probablement il va céder. Mais est-ce que les forces armées yougoslaves sont suffisamment puissantes, solides pour pouvoir résister longtemps à ce genre d'attaque? Bon, disons que c'est une bonne armée, mais ce n'est pas une armée qui peut tenir tête, si vous voulez, à la force de l'OTAN. Après tout, l'OTAN était préparée pour conduire une guerre contre l'Union soviétique, l'autre superpuissance. Donc l'armée yougoslave est une armée respectable, mais pas importante. Pour ce qui est la résistance de cette armée, la durée de cette résistance, tout dépend, de l'étendue des frappes qui viendront de la part de l'OTAN et la somme de destruction que l'OTAN sera en mesure d'infliger à cette armée. On a vu hier la réaction de Moscou, de Boris Yeltsin, notamment, qui se détache de l'OTAN et qui fait quasiment des menaces d'intervention militaire à son tour. Dans quelle mesure peut-on prendre ça au sérieux? Pas beaucoup, malheureusement pour lui, parce que, il est évident que M. Yeltsin est dans une situation de faiblesse excessive. Sa présidence est contestée à l'intérieur. Il doit effectivement répondre aux pressions de l'intérieur, parce qu'après tout, il y a des affinités, si vous voulez, ethniques, religieuses entre les Serbes et les Russes. C'est pourquoi il doit faire quelque chose, mais je ne pense pas que les menaces sont sérieuses à ce... non seulement aujourd'hui, mais pas demain non plus. Alors combien de temps ça peut durer encore, tout ça? Ça peut durer longtemps si jamais l'OTAN voit la nécessité et surtout, ça revient la responsabilité de mettre fin aux hostilités à ce stade-ci même à M. Milosevic. S'il décide de finir avec tout, il peut le faire. Entre Belgrade et Pristina, est-ce que c'est un conflit ethnique, religieux ou territorial? Tout. Tout ça, plus un conflit historique qu'on ne peut pas arriver à régler. Et en particulier, M. Milosevic a pris, disons, une attitude extrêmement agressive depuis 1989. Donc il a mis fin à cette situation d'autonomie que Kosovo avait au sein de la fédération. Et c'est pourquoi, il est un jusqu'au boutiste, il faut finir avec le tout, mais malheureusement pour la région, il est menaçant, effectivement. Et lui-même est menacé à l'intérieur de son propre pays. Merci, M. Fanary. Merci infiniment de mieux nous aider à saisir ce qui se passe là-bas. 8h34, des images plus douces, me direz-vous certainement. Les peintres du jardin, vous connaissez? Depuis le 22 mars et jusqu'au 10 avril prochain, il s'agit des étudiants finissant de l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe qui a tenu sa porte ouverte pour les vétérinaires, entre autres. Eh bien, se sont appropriés des lieux du complexe Desjardins sous le thème « Les peintres du jardin ». Vous verrez le jardin de Picasso, le jardin de Marc-Aurèle Fortin, le jardin des nénuphars de Monet reproduit sur place. Alors, si vous avez le goût d'un avant-goût du printemps, c'est l'endroit où se diriger. Puisqu'on dit printemps, on dit bien sûr retour sur les plans d'eau. Bonjour, oui, Sylvie. Bonjour. Sylvie connaît ça, l'eau, hein? Un petit peu. L'endroit de détente par excellence. En fin de semaine, justement, mon cher Guy, c'est le Salon nautique, Expo nautique qui aura lieu à la Place Bonaventure jusqu'à dimanche. Donc, si vous avez le goût d'aller magasiner de nouvelles embarcations, que ce soit, on parle de planche à voile, de kayak, d'embarcations moteurs, c'est la place. Vraiment, là, ça va nous donner le goût, en plus de la belle saison. Oui, c'est agréable, les plans d'eau, la navigation de plaisance, la baignade et tout, mais il faut se comporter civilement. C'est certain. Et on se rend compte, depuis les dernières années, qu'il y a eu une augmentation énorme lorsqu'on parle de plaisanciers. On parle de plus de 8 millions d'amateurs, d'embarcations moteurs ou non, sur les plans d'eau au Canada. Donc, c'est énorme. Et on s'est rendu compte, parce qu'on a entendu parler beaucoup, justement, des problèmes d'accidents, parce qu'on parle de plus de 6 000 incidents et plus de 200 blessés, morts plutôt, au Canada. Ce qui veut dire qu'on se rend compte que la sécurité n'a pas suivi le tempo. Donc, il y a beaucoup de plaisanciers, mais il y a très peu de sécurité. Quand on parle, mon cher Guy, que les 2 tiers des gens qui se promènent sur les plans d'eau au Canada... Russie a donné une chance aux négociations jusqu'à la fin, et ce n'est que lorsque les attaques de l'OTAN ont commencé que la Fédération russe a convoqué d'urgence le Conseil de sécurité. Alors, ce qui s'est passé hier, en fin d'après-midi, ça a duré jusqu'à 8h moins quart environ,
cette condamnation-là a eu lieu dans leur déclaration. Mais je dirais que l'ensemble du Conseil s'est montré plutôt sensible à la dimension humanitaire. Et si je faisais un score, ce serait sur environ 5 oppositions, plus ou moins fermes, dont 2 très fermes, et 10 qui étaient en faveur de l'intervention. Monsieur Duval, une question importante qui suscite problème pour bien des observateurs. Est-ce qu'on peut parler de la légalité, de la légitimité très certainement, mais de la légalité du geste posé actuellement par l'OTAN, étant donné que l'OTAN agit sans l'autorisation du Conseil de sécurité? Oui, cette question a été posée de plusieurs façons hier. Et il y a des précédents qui ont été rappelés. Par exemple, l'action de l'Inde au Bangladesh en 1971, qui n'avait pas reçu non plus l'aval du Conseil de sécurité. Et dans une déclaration, l'ambassadeur de Slovénie a dit qu'en certaines circonstances, et c'était certainement la position canadienne, on ne peut pas ne pas agir. Alors la légalité a été mise en question, mais la légitimité de l'action de l'OTAN a sûrement reçu beaucoup de support. D'accord, ce qui fait que l'ONU cautionne finalement l'opération menée par l'OTAN actuellement. Le Conseil de sécurité, non, parce que le Conseil de sécurité, depuis plusieurs mois, n'arrive pas à prendre position sur cette question. D'accord. Il y a plusieurs déclarations, résolutions, il y a 2 résolutions du Conseil de sécurité qui enjoignaient la Yougoslavie de cesser d'utiliser la force brutale et excessive qu'ils emploient contre la population du Kosovo. Ça n'a pas été suivi. Les Nations Unies, dans une déclaration toute récente, ont appuyé les accords entre la République fédérale de Yougoslavie, l'OSCE, l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, et l'OTAN. Et même ça n'a pas été respecté par la Yougoslavie. Alors, mais il n'y a pas eu une décision ferme du Conseil sur l'usage de la force parce qu'il y a l'opposition chinoise et russe. On continue de suivre ça de très près. Merci, M. Duval. Très bien. Au revoir. Bonne journée. Dans un instant, tout de suite après la pause, la revue de presse de Claudine Bourbonnais. Sucre dans la cuisine. Et comme dans nos salades puis dans nos plats principaux, on va en mettre des quantités juste pour parfumer, on peut se payer à la traite. Un soupçon. Absolument. Puis rendu au dessert, là, vous avez ressorti une recette qui porte bien son nom, la recette de nos grands-mères, mais c'est son pendant masculin. C'est les grands-mères. C'est les grands-pères. C'est les grands-mères qui ont appelé ça des grands-pères. Vous savez pourquoi? Les grands-mères disaient que c'était parce que c'était des pâtes molles. Ah! Ça arrive fort dans le personnel féminin, là-bas. Merci beaucoup. Et ça, c'est quoi, Louis? Ça, c'est un bavarois au sirop d'érable. Ça, c'est une recette où on fait un gâteau roulé, une mousse à l'érable, 3 étages de gâteau qu'on punch, qu'on aromatise à l'érable. Alors, c'est une petite recette qui est particulièrement... Est-ce que ça, vous servez ça, là? Oui, chez nous, ça fait partie du menu parce qu'on a choisi de conserver les éléments traditionnels de la cabane à sucre, mais de proposer aussi des nouveaux éléments. Tous ceux-là dont on a parlé se retrouvent dans le menu. Et quand la saison du théâtre d'été va revenir, vous allez faire quoi? Alors, à ce moment-là, on va faire le tour du Québec aux gens. On va servir des spécialités de toutes les régions du Québec. Et ensuite, Suzanne va s'occuper de faire rire tous nos clients qui auront mangé avec un spectacle, les Belles Ratoureuses, pour lequel on invite les gens à venir nous voir cet été. C'est facile à trouver à Rougemont? À Rougemont, on est au pied de la croix. Alors, on a 2 avantages particuliers. On est béni, on est au pied de la croix. On est au paradis parce qu'on est à Rougemont. Alors, on est très facile à trouver. Louis, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne saison de l'érable. Merci. Louis Tremblay, des 4 feuilles. Voici un petit livre de recettes qui est disponible à quel endroit, Louis, ce livre de Il est recettes-là? disponible un peu partout en librairie et dans tous les kiosques à journaux. Juste le mettre le nez dedans, ça goûte déjà bon. Merci. Qui dit on ne peut jamais considérer le recours à la force comme la solution idéale à une impasse diplomatique, mais le président Clinton et ses collègues de l'OTAN ont pris la bonne décision d'attaquer Slobodan Milosevic. Le tyran des Balkans a ignoré tous les avertissements qu'on lui a adressés et croit que provoquer une campagne de bombardement contre son pays va servir ses intérêts à court terme. Alors le Washington Post dit qu'il faut maintenant que l'OTAN mène une campagne assez substantielle pour s'assurer que les bénéfices politiques espérés par Milosevic soient dépassés par cette campagne contre sa machine de guerre. Le New York Times, lui, dit que ces attaques marquent un point tournant pour l'OTAN. Vous venez d'en parler, qui, comme pour la première fois de son existence, attaque un pays souverain qui n'est pas membre de l'organisation et en plus sans l'autorisation explicite de l'ONU. Alors, le New York Times est préoccupé par les dommages que pourraient subir les Américains. Le journal écrit il y a un risque important pour l'OTAN de voir ses avions abattus par les Yougoslaves, qui, dit le journal, ont une des armées les plus grandes et les plus dures d'Europe. Mais ce sont autant de raisons pour que les pays membres de l'organisation restent unis, ce
qui est encourageant, dit le journal, puisque c'est un pari raisonnable de croire que l'OTAN sera dans le futur appelé à réagir dans d'autres conflits ethniques en Europe. Et on a vu hier le président Bill Clinton sortir ses cartes lors de son discours pour expliquer et pour surtout convaincre les Américains que cette guerre était nécessaire. Les Américains qui ont souvent la réputation d'être plutôt ignorants sur ce qui se passe. Entre l'ambassadeur de Russie et l'ambassadeur des États-Unis. L'ambassadeur de Russie a demandé un arrêt immédiat de ces frappes aériennes. Il a dit que l'action militaire des forces de l'OTAN était une action illégale. Et de son côté, l'ambassadeur des États-Unis a parlé d'une action tout à fait justifiée. Et il a dit qu'il s'agissait de prévenir un plus grand désastre humanitaire. De son côté, Kofi Annan n'a pas dénoncé, n'a pas condamné l'attaque des forces alliées de l'OTAN, mais il a tout simplement dit qu'il aurait souhaité que le Conseil de sécurité des Nations unies soit d'accord ou a été mis dans le coup, si vous voulez, de ces frappes aériennes. Bon, et maintenant, le Pentagone a réagi officiellement à ce début d'opération de l'OTAN. Oui, il y a eu ce matin, lors d'une entrevue à la télévision CNN, une déclaration de M. William Cohen. En fait, il a répété, il a dit essentiellement ce qu'on vient d'entendre lors de ce briefing de presse à l'OTAN, sans préciser toutefois le nombre de cibles. On vient d'apprendre qu'il s'agit de 40 cibles. Il a dit qu'il était satisfait de l'opération militaire jusqu'à maintenant. Il a répété sa détermination de poursuivre cette opération militaire jusqu'à ce que tout l'arsenal militaire de Milosevic soit complètement détruit et qu'il n'y ait plus de problème pour les civils du Kosovo. Bon, autre chose à rajouter, Christine? On peut parler peut-être du président Clinton qui s'est adressé à la nation hier pendant 13 minutes. Le président Clinton a dû faire un cours de géographie et un cours d'histoire parce que dans le cas de l'Irak, c'était plus facile. On avait toujours démonisé Saddam Hussein. Dans ce cas-ci, c'était plus difficile malgré tous les efforts de paix de Mme Albright qui ont été évidemment médiatisés énormément. Les Américains voulaient comprendre ce qui se passait. La plupart des Américains ne savent pas où est situé le Kosovo. Alors, le président américain a utilisé des cartes pour leur montrer l'endroit. Il a parlé de l'importance de ce combat qu'il a qualifié d'un combat pour la paix. Et il a dit, je le cite, « Si Milosevic ne veut pas faire la paix, nous allons limiter sa capacité de faire la guerre. » Il a demandé aux Américains d'être unis dans ce combat pour la paix. Il a salué, remercié le courage des familles des soldats américains ou des soldats des forces alliées qui sont impliqués dans cette opération militaire. Alors, dans quelques minutes, nous aurons un briefing de la Maison-Blanche à 9h30. Alors, on pourra vous en dire un peu plus long à 10h. Très bien, Christine, merci. À plus tard. Au revoir. Et puis, on vient d'apprendre, selon l'agence Interfax, les frappes, selon Moscou en fait, les frappes de l'OTAN contre la Yougoslavie auraient fait plus de 70 morts, dont 50 civils et plus de 220 blessés au total. Et c'est un chef d'état-major de l'armée russe qui a fait part de ce bilan de l'opération de l'OTAN, des frappes aériennes de l'OTAN. Alors maintenant, on va s'entretenir avec Jocelyn Coulon, qui est professeur en sciences politiques, également journaliste, spécialiste de stratégie militaire. Bonjour, Monsieur Coulon. Bonjour. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le général Clark semble très déterminé à poursuivre d'une façon indéfinie. Et c'est ce qui vraiment attire l'attention, c'est que ces frappes aériennes ne sont pas prêtes de se terminer. Voilà, on avait cru au début qu'il y aurait une première vague qui frapperait certains objectifs au Kosovo et dans la périphérie, et ensuite on laisserait M. Milosevic réfléchir pendant quelques heures. Mais là, on s'aperçoit que les frappes, elles sont massives, elles sont surtout profondes, elles s'attaquent à l'ensemble du territoire yougoslave. Et pour reprendre une expression du général Clark il y a quelques minutes, il disait la Yougoslavie n'est pas un sanctuaire et aucun endroit de la Yougoslavie ne sera épargné. Donc, tous les Yougoslaves doivent se rendre compte que l'OTAN est très sérieuse là-dedans. Ce qui veut dire que l'OTAN a planifié ses frappes et ses plans aériens pour les 2-3 prochaines semaines. Et qui sait si M. Milosevic s'obstine, si ça ne pourrait pas durer comme ça a duré en Irak, une cinquantaine de jours et peut-être même plus, parce que vous savez que le président Clinton a dit hier soir qu'il n'était pas question d'envoyer des troupes au sol, contrairement à la guerre du Golfe, où il y avait eu des troupes au sol quand même pour libérer le Koweït. Il n'en est pas question dans ce cas de figure. Donc, on mise sur la force aérienne et sur les missiles de croisière, mais est-ce qu'on peut atteindre nos objectifs uniquement avec ces armes-là? Certains stratèges en doutent.
Pourquoi? Parce que tant que l'arsenal militaire serbe c'est surtout, est très efficace. c'est surtout la question que lorsque vous n'occupez pas le territoire, vous ne le contrôlez pas. Donc vous pouvez bombarder, mais les gens, les militaires sur le territoire peuvent continuer leurs activités. Par exemple, on mentionnait que les Serbes continuaient leurs attaques contre les Albanais aujourd'hui au Kosovo. À ce que je sache, la frappe de l'OTAN est là pour défendre les Albanais et empêcher les Serbes de les attaquer. Donc, il y a un petit problème là, et la seule façon de le régler à un moment donné, c'est d'envoyer des troupes au sol. On peut bombarder pendant un certain nombre de temps pour, comme disait le général Clark, attaquer, dégrader, dévaster et détruire. Mais ultimement, il faudra occuper le territoire si on veut un véritable accord. Mais est-ce que les pays membres de l'OTAN seraient prêts à envoyer des troupes terrestres? Pas du tout. Les pays membres ne sont pas prêts à envoyer des troupes au sol pour combattre les Serbes. Ils sont prêts à envoyer une force de maintien de la paix après un cessez-le-feu, une force d'à peu près 30 000